Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle émission du 11 HDF, votre nouveau rendez-vous en cette intersaison qui commence vraiment à bien s'agiter. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment à propos du LOSC et notamment à propos d'Olivier Giroud. Évidemment, pour en parler, c'est Enzo Pello à la présentation et pour m'accompagner, Romain Péchon. Comment tu vas, Romain? Salut Enzo, très bien et toi? Très très bien, on a pas mal de petits biscuits à se mettre sous la dent, Mhm. donc toujours bien. Puis une grosse actu à débriefer, celle d'Olivier Giroud, que vous avez sûrement dû voir passer, 38 ans, 39 le 30 septembre prochain, 5 buts et 3 passes décisives en 37 matchs avec le Los Angeles FC, et qui s'apprête à signer librement au LOSC après son dernier match avec sa franchise américaine, son club américain, face à Vancouver dimanche prochain. Pour commencer, Romain, je vous pose aussi la question à vous qui nous regardez dans les commentaires. Est-ce que tu as été surpris de cette piste qui est un petit peu sortie de nulle part, qui était révélée par nos confrères du Petit Lillois et qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui en quelques heures, en tout cas quelques jours, très rapidement, s'est confirmée comme une piste qui allait très clairement se faire dans les prochains jours. Est-ce que tu as été surpris par le fait de voir le nom d'Olivier Giroud, tout simplement, et qui allait vers le LOSC? Totalement, oui. On ne s'attendait pas à voir Olivier Giroud revenir en Europe, en Ligue 1 et au LOSC. Qui plus est qu'on a tous regardé d'un œil, hein, voire d'un demi-œil, la Coupe du Monde des clubs. Et on a vu qu'Olivier Giroud jouait quasiment pas, qu'il n'était pas titulaire au Los Angeles FC. Et on se dit, une pré-retraite dorée, mais où le sportif est plus primordial concernant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, pour l'instant, au moment où on enregistre, parce que dans quelques mois, peut-être que Kylian Mbappé l'aura dépassé. Et du coup, on ne s'attendait pas à ce qu'un club qui a quand même terminé au pied du podium la saison dernière, cinquième en Ligue 1, qui a joué la Ligue des Champions, qui a été jusqu'en huitième de finale, aille chercher Olivier Giroud. On en débattra. On croit comprendre que c'est pas pour être l'option numéro un. On discutera de cet aspect tout à l'heure. Mais ne serait-ce que d'avoir cette rumeur-là apparaître, alors qu'on pensait qu'Olivier Giroud avait complètement tourné la page de son histoire européenne, j'ai presque envie de dire vulgairement tourné la page du foot, et était parti joindre l'utile à l'agréable aux États-Unis en MLS, que de voir qu'il est prêt à 6 mois de la fin de son contrat aux États-Unis à se relancer un défi en Europe, en France, en Ligue 1, qui plus est, et chez une équipe ambitieuse. Oui, je suis un peu tombé des nues quand nos confrères du Petit Lillois ont révélé l'information. On va leur rendre grâce quand même, parce que sur ce coup-là, beaucoup de nos confrères, beaucoup de médias n'ont pas joué de jeu. En ne citant pas le Petit Lillois, on peut penser à la presse quotidienne régionale notamment, c'est pas une première, on a l'habitude, et à d'autres médias nationaux, et d'autres au contraire, on pensait RMC ou Foot Mercato, on citait le Petit Lillois, et rien que sur cet aspect confraternel-là, juste saluer le travail du Petit Lillois sur ce dossier qui a été en première ligne. Et c'est vrai que quand on a discuté entre nous de cette piste-là, on s'est dit qu'on était un peu surpris, moi en tout cas, et je crois savoir que toi aussi, parce qu'en début de semaine, on cherchait quel profil un peu pour l'attaque du LOSC, que si Mathis Ablin, ça ne se faisait pas. Et à aucun moment donné, j'avais pensé Olivier Giroud personnellement. En tout cas, s'il y en a un qui n'a pas été surpris, qui se manifeste, parce que pour le coup, comme on l'a dit, c'est un petit peu sorti de nulle part. Et non seulement il y a cet aspect retour en Europe après avoir été en MLS, mais non seulement il y a aussi le fait qu'il n'ait pas été super performant en MLS, c'est le moins qu'on puisse dire. Et souvent, on sait que les joueurs un petit peu de son profil très référencé avec un gros CV vont en MLS pour y finir leur carrière. Ils sont très très peu à revenir et surtout quand ils n'ont pas été performants dans ces championnats, on va dire plus exotiques et un petit peu moins exigeants en termes sportifs. Donc non, c'est une vraie surprise de le voir revenir en Ligue 1. Après, à voir si c'est une fausse bonne idée comme on l'a titré ou alors il y a une bonne pioche. Mais pour le coup, sur l'aspect purement surprise, ça l'est très clairement parce que c'est pas un joueur qui, de par son âge, de par aussi sa situation contractuelle à 6 mois de la fin de son contrat et de par ses performances, donner le sentiment de vouloir et pouvoir revenir en Europe d'ici peu, d'autant qu'on sait que sa famille aussi se plaisait aux États-Unis et Ah que oui. s'il y avait un retour en Europe, ce serait plutôt du côté de Londres, où on sait que sa famille se plaît beaucoup. Il y a peut-être aussi, on en a parlé, cet aspect très proche entre la capitale londonienne et le LOSC qui peut jouer. Mais justement, à propos de son niveau de performance, est-ce que pour toi, cette année du côté des États-Unis, où on l'a dit, n'a pas été super performante, son coéquipier Maxime Chanot a aussi parlé
d'un petit problème d'association du profil technico-tactique par rapport au projet de jeu collectif qui n'était pas parfaitement adapté. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un frein d'avoir eu un joueur qui a manqué son aventure américaine pendant un an? On rappelle aussi qu'avant, du côté du Milan, même sur sa dernière saison, il avait été très performant, il était resté titulaire, 15 buts en Serie A, il y a encore un an de cela. Donc, c'est pas non plus un joueur qui, depuis 2-3 ans, est en train de s'enterrer progressivement, sportivement. C'est un joueur qui reste vraiment seulement sur une saison manquée des États-Unis. Pour toi, est-ce que c'est un vrai frein d'avoir cette saison manquée du côté de Los Angeles? Ça suscite des interrogations, c'est certain. On salue ton voisin Enzo, c'est pas Olivier Giroud qui tape à la porte du Ah LOSC. bah, on l'entend, je me demandais, mais on l'entend bien. Je m'excuse. C'est le voisin d'Enzo qui fait des travaux, peut-être pour préparer le futur logement d'Olivier Giroud sur l'île, on ne sait jamais. Je suis pas sûr qu'on Pas conduit sûr. le voisin. J'espère pour lui en tout cas. Mais pour revenir plus sérieusement sur le sujet, ça crée forcément une interrogation. On se demande un petit peu quel va être l'Olivier Giroud qui va arriver au LOSC, sachant que dans quelques mois, il aura 39 ans. Alors, est-ce que ces stats plutôt faméliques, son bilan aux États-Unis qui n'est pas probant, ça s'explique avant tout par le contexte du championnat, par le niveau de jeu, par la qualité de ses coéquipiers, le système de jeu. On voit par exemple un Denis Bouanga qui est en MLS, coéquipier également d'Olivier Giroud cette saison, est presque l'un des meilleurs joueurs du championnat, top 5 du championnat, alors qu'en France, c'était un joueur cohérent, un très bon joueur, mais de deuxième partie de tableau, qui a pu progresser depuis. Mais à aucun moment donné en Ligue 1, on s'est dit que Denis Bouanga avait la capacité, quand il était en Ligue 1 à l'époque, d'aller chercher un top 3 ou top 5 club et d'être un élément prépondérant. Et en MLS, il est au détriment notamment d'Olivier Giroud, même s'il a plutôt tendance à jouer côté gauche et c'est pas directement Denis Bouanga qui est titulaire en pointe. Mais preuve que ça peut aussi être une question de contexte. Et oui, tu as parlé de Maxime Chanot, je vous mets ses déclarations devant les yeux, qui était l'invité de l'émission l'Afterfoot vendredi soir, parce que l'émission d'RMC est actuellement en tournée aux États-Unis et ils se sont arrêtés à Los Angeles. Le timing parfois fait bien les choses. Et ils ont pu profiter de la présence de Maxime Chanot, autre joueur français de Los Angeles FC, pour un peu répondre à cette question, qu'est-ce que vaut Olivier Giroud aujourd'hui et est-ce qu'il peut encore rendre des services à un club ambitieux de Ligue 1 qui est le LOSC? Et selon lui, ça va avant tout dépendre de la capacité du LOSC à mettre en avant en exact ses qualités. Il parle de marquer 25 buts. Bon, j'en suis pas persuadé. Je pense plus que Olivier Giroud vient dans une optique de numéro 1 bis, numéro 2, pour tout de suite mettre les pieds dans le plat et qu'on le voit plus comme un joueur qui peut être utile. On l'a vu certaines fois la saison dernière, Enzo, tu as quasiment fait tous les matchs à domicile du LOSC, on avait le sentiment que par moments, il pouvait manquer un petit peu ce joueur de surface, ce numéro 9 à l'aise dans les 10 derniers mètres, autour de la zone de vérité, autour du point de pénalty, capable de venir débloquer des matchs un peu fermés. Et c'est pas là que brille le plus Jonathan David, qui aurait peut-être eu besoin d'un deuxième attaquant comme il l'avait eu lors de ses débuts au LOSC, sans faire la comparaison. Ça a été évoqué également par beaucoup de médias, la comparaison de Bouraki Yilmaz, qui était plus jeune, qui était dans une autre dynamique, mais qui pouvait être aussi ce neuf de surface capable de décanter des situations l'année du titre du LOSC. Je pense que ne serait-ce que si Olivier Giroud remplit ce rôle-là la saison prochaine, être un joueur capable contre des blocs bas, de venir peser dans la surface, venir couper des centres, dévier potentiellement pour un deuxième attaquant, être un vrai point d'appui, un point d'ancrage de cette attaque. Il aura déjà un rôle utile et s'il termine la saison entre 5 et 10 buts et qu'autour de lui, on lui adjoint, ou en tout cas devant lui, il y a un numéro 9 référencé qui sera le vrai leader d'attaque du LOSC, oui, pourquoi pas. Si Olivier Giroud, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, est obligé d'être l'attaquant numéro 1 du LOSC sur lequel on fait reposer beaucoup de responsabilités, j'ai peur qu'on ne soit pas tout à fait sur le profil adéquat. Justement, cette question du rôle, non seulement dans la hiérarchie des buteurs au LOSC, mais aussi dans le projet de jeu, sur le plan tactique, c'est vraiment un gros débat qu'on a eu, notamment quand la piste a été révélée. Depuis plusieurs jours, on voit quand même, en tout cas, on a le sentiment qu'il est plutôt là pour être dans un rôle de numéro 1 bis, voire numéro 2. Et c'est pour ça aussi que s'il vient dans ce rôle un petit peu de super sub, de numéro 2, je pense qu'aussi son niveau de performance affiché aux États-Unis, il est à nuancer parce qu'on ne va pas lui demander la même chose. Et on l'a vu sur la fin de saison, en tout cas sur le plan statistique, parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé tous les matchs du Los Angeles FC, mais la majorité de ses buts, il les a marqués en sortant du banc. Sur les 3 derniers matchs de MLS, il a été décisif en sortant du banc. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, 161 minutes de jeu
jamais décisif malheureusement, mais c'est un joueur qui en sortant du banc peut avoir un réel apport parce que tu l'as dit, tactiquement, il a manqué de ce profil la saison passée du côté de Lille. En première partie de saison, ça devait être Mohamed Bayo. On sait que désormais, c'est un petit peu trop compliqué pour Mohamed Bayo du côté du LOSC pour plein de facteurs. Chouba n'a pas forcément répondu aux attentes, notamment de Bruno Genesio. Et je ne suis pas sûr, Daniel Riolo, par exemple, quand il débattait avec Maxime Chanot de l'arrivée d'Olivier Giroud du côté du LOSC, avait cette réflexion d'un attaquant qui peut être trop différent par rapport au projet de jeu prôné par Bruno Genesio. Il prenait en exemple Gonzalo Ramos, qui est un pur neuf par rapport à Ousmane Dembélé du côté du PSG, qui est un neuf, on connaît, faux neuf, beaucoup plus fuyant. Et pour Daniel Riolo, ça pourrait être un frein. Moi, je suis de l'avis inverse, je trouve, et je pense que ça peut être un vrai apport d'avoir deux neufs d'un profil différent, deux neufs qui peuvent t'apporter selon les typologies de match. On sait que le LOSC a eu beaucoup de mal face au bloc bas cette saison, que les petits adversaires, en tout cas que les adversaires théoriquement inférieurs, étaient de vrais poils à gratter pour le LOSC. Je pense à Nantes, je pense à Auxerre, je pense au Havre aussi, qui est venu gagner à Lille. Plein d'adversaires comme ça qui ont accroché le LOSC, qui ont profité de ces difficultés face au bloc bas. Et je pense qu'Olivier Giroud, sans révolutionner le projet de jeu, sans être le titulaire indiscutable de cette équipe, peut vraiment apporter une vraie bonne solution à Bruno Genesio sur le plan tactique et aussi en sortie de banc et dans l'effectif, parce que je l'avais noté notamment dans le petit papier débat qu'on va publier sur le site, il y a eu du côté du LOSC sur les 5-7 dernières années cette habitude d'avoir deux avant-centres avec deux profils et deux avancées dans leur carrière très différentes. En 2018-2020, on a eu Loïc Rémy qui a accompagné Raphaël Leao sur la première année, Victor Osimhen sur la deuxième. On voit ce que les deux sont devenus, des attaquants de classe mondiale. Et par la suite, c'est Burak Yilmaz qui a pris la suite de Loïc Rémy et Jonathan David qui est arrivé. On a vu que l'association entre Yilmaz et Jonathan David avait été très performante, très concluante avec ce titre de champion de France. On sait que le Turc a laissé une trace légendaire au LOSC et Jonathan David, pas besoin d'en parler, il vient de quitter le LOSC, mais c'est le meilleur buteur du club sur le 21e siècle. Et je pense qu'il y a cette volonté aussi du côté d'Olivier Létang et de ses équipes de ramener cette sorte de concurrence bon développement aussi pour la recrue plus jeune. Reste à savoir laquelle ça sera. Ça semble se diriger vers Hamza Igaman, même si rien n'est acté. Mais en tout cas, une association Igaman-Giroud dans le profil avec un joueur beaucoup plus jeune, beaucoup plus percutant et qui a le niveau pour être titulaire par rapport à Olivier Giroud. Et sur le banc, Olivier Giroud, beaucoup plus expérimenté, capable de l'encadrer et d'apporter quelque chose d'autre en sortie de banc. Ça me paraît être une bonne idée, sans que Olivier Giroud soit le coup du siècle. Mais ça me semble être une idée intéressante sur un marché du numéro 9 très, très, très compliqué, encore une fois, cet été. C'est ça, en fait, compliqué de trouver quand on regarde un petit peu la liste des buteurs. Soit c'était des joueurs qui collaient pas forcément aux recherches du LOSC, soit c'était des joueurs un petit peu en bout de piste, qui étaient déjà partis, ou qui étaient dans des clubs qui étaient déjà verrouillés. Donc, pas évident effectivement de trouver le bon attelage pour ce rôle de numéro 9. Pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à la comparaison de Daniel Riolo avec Gonzalo Ramos, je ne suis pas totalement en phase non plus avec lui sur déjà un aspect. Je ne pense pas que le projet de jeu de Bruno Genesio soit autant jusqu'au boutiste que celui de Luis Enrique. Et quand bien même Luis Enrique a su s'adapter en acceptant plus de transitions rapides cette année et en n'étant pas dans l'ultra-possession en permanence. Mais effectivement, autour de ce rôle de numéro 9, il veut vraiment un joueur qui participe au jeu, même si Gonzalo Ramos peut le faire, ce n'est pas un neuf de formation, c'était plus un joueur dans le cœur du jeu, dans le milieu de terrain, voire un meneur de jeu de formation, qui a ensuite évolué numéro 9, mais il ne colle pas tout à fait. Mais quand bien même, sur des matchs de Ligue 1, le PSG a bien été content d'avoir Gonzalo Ramos, selon les conditions de match également. Peut-être que pour les grands matchs, le très haut niveau, oui, Gonzalo Ramos, c'est un frein pour le PSG. On voit même là sur la Coupe du Monde des clubs. Mais sur certains matchs de Ligue 1, on était bien content d'avoir Gonzalo Ramos, que ce soit l'an dernier ou même cette saison. Alors qu'il y a quand même eu une première partie de saison assez plombée par une blessure, en tout cas des problèmes médicaux qui l'ont un peu freiné au niveau du Portugais. Donc, je ne vois pas pourquoi Olivier Giroud ne pourrait pas avoir un rôle utile, un profil différent pour le LOSC. Si on fait le parallèle, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tout à fait dans la même situation parce que Burak Yilmaz était plus jeune dans une autre dynamique de carrière, mais on peut aussi dire qu'il avait une carrière moins probante que celle d'Olivier Giroud. Il ne faut quand même pas oublier le CV d'Olivier Giroud, quand bien même il est effectivement en bout de piste en fin de carrière, mais c'est quand même un attaquant qui est passé par les plus grands clubs anglais ou presque.
Arsenal, Chelsea, avec une Ligue des Champions avec Chelsea, avec une Europa League, tu l'as dit, qui est encore même pas 18 mois de cela, il y a encore 13-14 mois de cela, était titulaire à l'AC Milan. Alors oui, c'est plus le grand AC Milan des années 90, début 2000, mais il restait titulaire avec des buts à la clé en Serie A. S'il était capable de faire ça il y a même pas un an et demi au Milan AC, il peut quand même rendre des services en Ligue 1. C'était On une a vu équipe ça reste en plus une équipe qui s'était qualifiée en Ligue des Champions. C'était l'une des toutes meilleures d'Italie, totalement. donc c'était pas non plus l'AC Milan de cette année, par exemple. Alors, on sait que la chute peut arriver très vite à cet âge-là. On sait que en 2-3 mois, il peut y avoir un vrai drop de performance et on n'arrive jamais à reprendre le fil. On sait que ça peut être compliqué et peut-être qu'il va payer cette année aux États-Unis, comme certains joueurs qui sont partis jouer en Arabie Saoudite payent le retour au niveau européen, l'intensité du football européen et ont du mal à se remettre dedans. Si on prend l'exemple de Seko Fofana à Rennes, on ne sait pas s'il va retrouver le niveau qu'il avait avant son départ pour l'Arabie Saoudite, alors qu'il est beaucoup plus jeune qu'Olivier Giroud. Après, tous les cas ne sont pas comparables, mais on pourrait retrouver effectivement avec Egaman et Giroud un peu un binôme qui laisse penser à ce qu'était le binôme Jonathan David Burak Yilmaz l'année du titre. Alors, ce n'était pas Olivier Létang qui était aux manettes, même s'il termine la saison et qu'il est présent sur le titre, c'était Gérard Lopez et sa clique qui avait constitué l'effectif et qui avait mis en place ce duo-là. Mais on pourrait retrouver un petit peu dans l'idée ce genre d'attelage. Et de toute manière, est-ce que le LOSC peut vraiment faire pire que Mohamed Bayo comme deuxième option? On va tirer à boulet rouge sur l'ancien attaquant de Clermont, mais bon, ça fait 3 ans qu'on essaie avec lui, on voit que ça ne fonctionne pas, il enchaîne les prix, on voit que ce n'est pas concluant. Oui, c'est peut-être un peu cher en termes de salaire d'avoir Olivier Giroud comme doublure. Il y a une part de risque parce que c'est un joueur âgé qui revient d'un championnat. Moi, je vais quand même continuer de penser que, contrairement à ce que certains veulent nous faire dire, je pense par exemple à Jérôme Bretagne qui a complètement défoncé la MLS en disant que c'était un championnat de 3e, 4e zone en comparant ça avec le national. Je pense qu'on est plutôt sur du bas de tableau Ligue 1, haut de tableau Ligue 2 pour les meilleures équipes. Donc, il n'y a pas non plus un écart démentiel par rapport à certains adversaires que le LOSC va rencontrer la saison prochaine. Donc, ça reste effectivement ça reste pas une pièce en l'air non plus, parce que je pense qu'on ne l'a pas évoqué, mais dans la vie de groupe également, en termes d'expérience, de leadership, tout ce que peut apporter également Olivier Giroud en dehors du terrain, ça peut faire du bien. Cet effectif du LOSC qui va quand même être rajeuni cet été, qui va perdre pas mal de cadres. Jonathan David est parti, Angel Gomez est parti, Eden Zegrova va sans doute partir, Gabriel Gudmundsson est sur le départ, Benjamin André, le capitaine, semble également être un candidat au départ. Samuel Umtiti, quand bien même ne jouait pas, ça pouvait être effectivement également auprès des défenseurs centraux qui sont assez jeunes. Alexandro Bafodé-Diakité, même s'il commence à avoir du vécu, de l'expérience, mais ça restait une caution expérience qui était partie avec José Fonte. Apporter un joueur qui a tout vécu, qui a tout connu, qui est connu tout le monde dans le vestiaire, qui sera respecté de tout le monde aussi. Je pense que ça peut aussi être une bonne idée dans la construction d'un groupe, d'un effectif au-delà de l'aspect terrain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est un leadership qui correspond bien à l'environnement du LOSC. Un leadership assez calme, assez serein, pas ultra expansif, et j'ai envie de dire. Et puis même au-delà de ça, de la vie de groupe, du sportif, on sait qu'en tant que supporter, suiveur, ça importe pas forcément. Mais il y a aussi cet aspect marketing qui peut rentrer en compte quand on réfléchit, quand on est dirigeant d'un club. Et sachant le fait que le salaire d'Olivier Giroud, 3 millions d'euros bruts par an, du côté des États-Unis, n'est pas inatteignable pour le LOSC. On n'est pas non plus à l'abri d'une légère baisse de salaire. Ça peut être aussi un bon coup sur ce point-là, même si c'est évidemment un caractère secondaire et un facteur secondaire à prendre en compte quand on réfléchit au recrutement. Mais c'est un petit plus, un petit bonus quand on est Olivier Létang et ses équipes, et c'est pas non plus totalement à négliger. Tu as vu comment on parlait du LOSC depuis quelques jours c'est assez affolant. Oui, c'est un champion du monde. Oui, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Alors, on sait qu'il ne fait pas l'unanimité en France, qui est souvent eu, et je pense à tort, et instrumentalisé un peu d'un côté comme de l'autre. Je ne parle pas des joueurs, mais je parle potentiellement à certains moments donnés des courants politiques. Mais son opposition avec Karim Benzema pendant des années, que ce dernier a parfois poussé en comparant la Formule 1 karting, etc. Bon, j'aimerais bien avoir un karting du niveau d'Olivier Giroud. Je pense que beaucoup de pilotes de karting aimeraient avoir cette carrière-là, quoi. Donc, mais ça reste quand même un nom qui parle. Oui, depuis quelques jours, on parle de Paul Pogba qui devrait aussi arriver en Ligue 1 du côté de Monaco, mais on n'arrête pas de parler du LOSC et d'Olivier Giroud. Ne serait-ce que ça va faire parler de Lille. Alors, pas faire un coup médiatique pour faire un coup médiatique, mais tu l'as dit, c'est un élément en plus. Ça va faire parler du LOSC, ça va peut-être donner envie à d'autres joueurs
aussi de venir en se disant bon, il y a quand même Olivier Giroud. Alors peut-être que dans le milieu, certains se disent est-ce qu'il n'est pas cuit, est-ce qu'il n'est pas bouilli est-ce que vraiment un club ambitieux de Ligue 1, on revient sur cet aspect-là, peut aller le chercher Il y a eu beaucoup de critiques d'observateurs concernant le niveau aujourd'hui d'Olivier Giroud, mais on ne peut pas non plus passer sous silence ce côté marketing. Alors, je ne pense pas qu'on va vendre des tonnes et des tonnes de maillots Olivier Giroud du côté du LOSC, que ce n'est pas Léo Messi qui arrive en MLS. Mais par contre, ça va faire parler et ça va créer l'attention autour de la reprise du championnat. Au mois d'août, on va dire le premier match d'Olivier Giroud, comment ça s'est passé? On va parler du LOSC. Et dans l'état actuel du football français, on a aussi besoin de ça. Ouais, non, très clairement, c'est pas de refus pour le LOSC et aussi pour la Ligue 1 dans sa globalité. Si on se place un petit peu du point de vue du joueur avant de conclure cette petite vidéo, mais lui avait sans doute dans l'idée de terminer sa carrière en MLS, on en a parlé, je pense que c'était l'idée fin 2025, à la fin de son contrat, d'arrêter ou alors de rempiler pour une petite saison, mais en tout cas, loin de lui l'idée, je pense, quand il quitte Milan, de revenir en Europe dans un an. Est-ce que pour toi, c'est un choix compréhensible? On sait que beaucoup se sont dit il vivait la belle vie aux États-Unis, il pouvait continuer, soit son niveau de performance n'est pas suffisamment convaincant, il pouvait arrêter, elle laisse la couler douce, on ne va pas lui en vouloir Olivier Giroud après tout ce qu'il a fait s'il arrête à cet âge-là et après cette saison-là. Est-ce que pour toi c'est compréhensible et qu'est-ce que ça dit un petit peu cette envie de revenir en Europe après cet échec aux États-Unis pour Olivier Giroud? C'est un peu ça la surprise. Beaucoup de monde a évoqué effectivement le fait de voir Olivier Giroud partir en MLS, un peu la retraite dorée, ça se termine un peu à la Hugo Lloris qui a fait le tour en Europe et qui va relever un dernier défi. Et le voir revenir après seulement un an, c'est là où on se dit, en fait, est-ce qu'il revient parce qu'il est totalement en situation d'échec là-bas et il a quand même envie de jouer, il a quand même envie de retrouver le plaisir du terrain, parce qu'il joue quand même assez peu, il est rarement titulaire, il n'a pas un rôle important au Los Angeles FC, ou est-ce qu'en réalité, il se dit, j'ai encore au moins une année dans les pattes, il devrait signer pour un an au LOSC, et j'ai envie de relever un dernier défi en France, de boucler la boucle, 13 ans après son départ de Montpellier pour Arsenal, en se disant, je sens que j'ai encore ça dedans, et que c'est en réalité l'envie du terrain, l'envie du football qui prend le dessus. Ça dirait beaucoup du mental de ce joueur qui a quand même toujours été contre les critiques dans sa carrière, qui a toujours su relever les défis. À chaque fois, on disait il n'a pas le niveau, ça n'ira pas, il finira par perdre sa place en équipe de France et qui a toujours eu également cette capacité à se motiver par rapport aux critiques, par rapport aux doutes qu'il pouvait susciter. Il a toujours passé au-dessus de tout ça et presque à se sublimer. Est-ce que là, il n'a pas envie de terminer sa carrière dans l'anonymat de la MLS, un peu en roue libre et sans avoir cette notion de plaisir. Et du coup, quand Olivier Létang l'a contacté, il s'est dit c'est un challenge qui me plaît et je vais prouver que je peux encore, à haut niveau, en France, en Ligue 1, avoir un rôle, jouer et être utile pour mon équipe. En tout cas, cette capacité également à se mettre en danger, parce que pour moi, ça reste quand même malgré tout une mise en danger pour Olivier Giroud, parce que on l'a vu par le passé, si on prend il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, Vicente Lizarazu au Bayern revenait en France. Bon, il a fait 6 mois à l'OM, c'était une catastrophe. Ça s'est mal passé. Il est reparti au Bayern et il a terminé sa carrière là-bas. Et presque tout le monde a oublié cet épisode-là, mais il y a quand même eu cette petite tâche, entre guillemets, sur son CV, même si ce n'est pas ce qu'on retiendra. Mais les retours de joueurs comme ça en fin de carrière en France, ce n'est pas toujours une réussite. Surtout quand il n'y a pas forcément l'accroche avec le club où on signe. Un Alexandre Lacazette qui revient à Lyon dans son club, déjà il est un peu plus jeune et puis c'est son club, c'est son environnement, il connaît, c'est une réussite. Et là il part, il va aller faire le dernier chèque dans un championnat exotique et il va conclure comme ça. Voir Olivier Giroud prendre le risque de se lancer le défi lillois, moi je trouve que c'est aussi à féliciter en termes de motivation de la part du gars qui se dit j'ai pas peur, j'y vais, alors que je pense qu'il n'a pas grand-chose à gagner, moi, à revenir et potentiellement à écorner un petit peu son image et l'héritage qu'il avait laissé en France, où la dernière fois qu'on voyait, c'était en équipe de France. Alors oui, sur les dernières compétitions, notamment la Coupe du Monde, il n'a pas forcément brillé, il n'a pas forcément eu beaucoup de buts, etc. Mais ça reste malgré tout un joueur adoré du public français qui prend un petit peu le risque d'écorner son image sans que ça soit une légende vivante non plus du football français. Je sais pas, un Kylian Mbappé dans une dizaine d'années, 15 ans qui reviendra en France, ou un Zidane à la fin de sa carrière qui serait revenu et qui aurait écorné la légende. On n'en est pas là non plus, mais il y a quand même une part de risque à mon goût. C'est ça. Après, cette capacité
à défier les doutes et à prouver. C'est aussi un petit peu l'histoire de sa vie, de sa carrière, même au tout début de sa carrière, sans parler de son aventure en Angleterre. Mais à Grenoble, à Tours, voire même à Montpellier, on l'attendait certainement pas à ce niveau-là aussi longtemps. Et je pense aussi qu'il y a une vraie motivation, tu l'as dit. De toute façon, son choix le prouve. Je pense qu'il avait une certaine sécurité du côté des États-Unis, qu'il n'y avait aucun problème pour lui à rester là-bas et à finir cette belle carrière aux États-Unis. Et ce retour du côté du LOSC, il met clairement la puce à l'oreille. On en a parlé. Je vous Et affichais Enzo, aussi. toi, Enzo, si on te propose Los Angeles ou Lille en termes de cadre de vie, tu choisis quoi Je vis à Lille, mais je pense que je vais tenter l'aventure à Los Angeles quand même. J'ai un petit peu plus Il y a cet de, je sais pas, aspect-là aussi, de piquant. on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, tu l'as dit au tout début, mais il y a ce choix de vie aussi qui peut surprendre. À un moment donné où tu as le sentiment que le foot n'est plus forcément la priorité, en tout cas que tu as un peu tout vécu, tout fait et que tu es au bout, que tu as trouvé un cadre de vie qui est quand même de ce que tout le monde nous dit, les gens qui ont vécu à Los Angeles, qui y vivent, qui y sont passés, notamment pour des gens comme ça, qui ont des moyens, voilà, qui sont à l'aise financièrement, bah, c'est presque l'endroit rêvé. Nicolas Batum au basket s'est installé à Los Angeles et même l'année où il a joué à Philadelphie, sa famille est restée sur place et il rêvait que d'une seule chose, c'était y retourner. Bon, sans faire offense à Lille, qui est une très belle ville. Mais bon, le passage Los Angeles-Lille, il faut le faire aussi en termes de choix de vie. C'est ça, c'est ça. Et on a dit, la proximité avec Londres aussi peut jouer un Mm. petit peu. Je vous ai affiché ces datas de la saison aux États-Unis à l'écran. Vous le voyez, c'est pas un joueur qui non plus est complètement cramé, complètement bouilli. C'est un joueur qui a quand même encore quelques belles petites choses à offrir. Après, c'est à nuancer, on l'a dit, avec le niveau de la MLS. C'est certainement pas du niveau national. C'est pas non plus à la hauteur ou au standing de la Ligue 1 encore aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur cette question Olivier Giroud, l'apport qu'il peut avoir du côté du LOSC, que ce soit sur le terrain, en dehors, le rôle aussi qu'il attend, que ce soit tactiquement ou dans la hiérarchie des buteurs au LOSC. On reviendra peut-être pour vous parler d'Hamza Gaman ou d'un autre. On sait que les pistes lilloises sortent très souvent au dernier moment, qu'on ne peut pas trop anticiper. Donc on surveillera ça de près. Évidemment, tout est à retrouver sur le site pour suivre cette actualité qui va très très vite en ce moment du côté du LOSC. Tu as quelque chose à rajouter, Romain, sur Olivier Giroud, sur le LOSC? Bah, rapidement, on se questionnait en début de semaine lorsqu'on a fait un point mercato sur le LOSC, sur le côté, Broholm avait lancé le mercato, à quoi va ressembler la suite. On était impatient de voir l'évolution parce que quand on avait fait le point en fin de saison dernière, au mois de mai, on se disait c'est quand même un été charnière pour Lille, qui, quoi qu'on en dise, va devoir reconstituer une partie de son effectif. En tout cas, va devoir tourner une page. On sentait une fin de cycle avec certains cadres amorcés par les départs en fin de contrat de Jonathan David et d'Angel Gomez. Et ce qui est certain, c'est qu'Olivier Létang a décidé de démarrer fort, parce qu'il y a une première recrue rapide, Broholm, on l'a dit. Le portrait est à retrouver sur la chaîne YouTube et sur le site que tu as réalisé, Enzo. Et derrière, Olivier Giroud, qui a un coup médiatique qui va faire parler, espérons-le, un coup sportif. Et visiblement, le LOSC serait en position de mettre 15 millions sur la table pour Igaman. Donc voilà, il y a une volonté d'être offensif et si possible d'avancer visiblement assez vite du côté du LOSC pour reconstituer l'effectif et que Bruno Genesio ait la capacité à travailler durant une bonne partie de la préparation estivale avec l'ossature de son groupe en tout cas. Et ça, c'est plutôt rassurant aussi. Et ça nous lance un été où on était impatient de voir quelle teneur allait prendre le projet sportif du LOSC. Maintenant qu'on a équilibré les comptes, maintenant qu'il y a une année de Ligue des Champions, avec la deuxième année de Bruno Genesio, tous ces aspects-là, bah, l'arrivée d'Olivier Giroud me donne encore envie de voir la suite maintenant. Ouais, très clairement, cette volonté d'avoir le groupe le plus au complet possible au plus vite, c'est aussi enfin, il y a cette volonté aussi de bloquer les joueurs à l'Euro-Espoir, notamment Boadi, Fernand Espardo, qui ont été bloqués. Ça rentre aussi dans cette volonté d'avoir le groupe au plus vite pour la préparation estivale, pour pouvoir reconstruire cet effectif, on l'a dit, qui va être pas mal reconstruit, rebâti, bougé, chamboulé durant cet été. D'ici là, on se donne rendez-vous sur le site pour suivre les dernières actualités. On l'a dit, ça bouge beaucoup, notamment sur Olivier Giroud. Évidemment, on en parlera peut-être encore plus en profondeur sur le site une fois que la signature sera officialisée. Ça risque d'arriver assez prochainement. Et on se retrouve aussi sur YouTube. Tu l'as dit, tu as parlé du portrait de Marius Broholm qui a été dessiné avec des spécialistes. Je vous renvoie là-bas. Je sais que la vidéo a plutôt bien plu pour ceux qui l'ont regardé. On passe aussi le bonjour au voisin qui a fait des siennes pendant
pendant la vidéo, puis on se donne rendez-vous, je l'ai dit, sur C'est le la site, première sur vidéo à YouTube. 3. Hein. En tout C'est cas, ça. nous deux plus 5 guests, parce que tu as fait une vidéo à 3 pour la présentation de Brome, mais nous deux plus 5 guests, c'est la première fois. C'est ça, j'aurais dû l'inviter, le prévenir qu'il vienne nous parler d'Olivier Giroud. On va D'ici l'ajouter là, au crédit. c'est les amis, on se retrouve sur la chaîne YouTube, sur le site, et à la prochaine aussi pour une nouvelle vidéo. Salut!